Salut à toutes et à tous. We are back. Nous sommes de retour après les vacances de Brad à Tokyo, après les vacances de Brad à Madère, après les vacances de Brad en prison et alors déjà à Saint-Pierre et Miquelon avec les EQTF. Malheureusement. Et mes vacances en Turquie. On retrouve enfin le studio avec Stark qui a été sage. De ouf. Putain. Incroyable. La Dolce Vita, les playoffs Dolce Euroleague, Vita. les playoffs NBA. Un petit pronostic pour qui est champion NBA en rapide. En vif. Ouais. Boston. Boston. Mais je suis très impressionné par OKC. Ah mais mon gars, moi Ouais, je je t'ai dit, m'attendais en playoff, je t'ai ouais, dit. Après mais c'est premier tour. Ouais, mais gros, ils les ont giflés. Non mais même Oui. pour moi c'est pas une opposition, voilà, premier Certes. tour. C'est Mais un regarde 1-8. Orlando, ils ont pris un match à Boston. Pour moi c'est pas la même chose. Moi, j'attendais pas OKC aussi fort. J'attendais pas OKC aussi Je vais fort. commencer à regarder OKC à partir de maintenant. Parce Oui, bah que oui, j'ai pas regardé. parce que j'ai regardé Regardez les le premier matchs. match, ça va. J'ai regardé, mais vas-y, Memphis, ça y est. Là, on va voir maintenant, parce que le deuxième tour, c'est soit Clippers, soit Denver. C'est l'heure. Là, ça va être l'heure. C'est l'heure. Bref, c'était le petit point NBA. Donc, bienvenue sur QLS, le meilleur podcast Euroleague. Vous connaissez déjà. On est de retour. On est désolé, moi j'étais en Turquie la semaine dernière, donc on n'a pas pu faire vraiment les previews des playoffs comme on avait prévu de le faire. Donc là, il y a déjà 2 matchs qui ont été joués dans toutes les séries. On va faire un débrief des 2 matchs. On va peut-être un peu donner nos pronostics, même s'il y a des séries qui sont plus ou moins décidées. Et donc voilà, on va partir sur ça. Je propose qu'on fasse série par série. On va pas faire forcément les clubs français, etc. Non. On va faire série par série. Allez, go. Et du coup, on va tout de suite commencer par la série qui nous avait le plus hypé au début, Monaco-Barcelone. Monaco-Barça, 4ème contre 5ème. On disait, Monaco, ça allait être chaud. Ils ont tiré un bon Barça et tout. Barça, ils sont en forme sur la fin de saison. Ils sont remontés à la 5ème place. Allez, va là-bas, gros! Va là-bas! Qu'est-ce que tu as pensé du coup des 2 performances des 2 équipes? Déjà, mea culpa, parce que tu l'as annoncé, on en a beaucoup parlé tout au long de la saison, et tu disais que tu voyais Monaco qui était au-dessus, tu pensais que ce Monaco-là, en étant agressif avec ses leaders, pourrait passer ce Barça, pas simplement, mais en tout cas était supérieur à cet effectif et à cette équipe du Barça. Je pensais que le Barça allait pouvoir proposer des choses beaucoup plus importantes, et j'ai trouvé qu'ils avaient fait plutôt une bonne fin de saison, même s'ils se sont fait un peu attraper sur certains matchs. J'avais quelques doutes parce que, comme on l'a dit, on sait jamais quel Monaco va se ramener, et cette saison ils nous l'ont montré trop souvent. Bon, apparemment là c'est Monaco, c'est le Monaco des playoffs qui est là, et le Monaco des playoffs, c'est relou. C'est très relou. C'est ça en fait, c'est que sans même parler de Monaco, Mike James, quel visage de Mike James tu vas avoir? Est-ce que tu vas avoir le Mike James nonchalant, qui va pas faire les efforts défensifs, qui va pas mettre d'intensité, ou est-ce que tu vas avoir le Mike James MVP? On a vu, il y a eu des matchs, surtout sur la fin de saison, où il a été monstrueux, et il y a eu des matchs où on dirait qu'il avait pas envie de jouer, quoi. Bon là sur les 2 premiers matchs, pour moi dans l'attitude il est irréprochable. Il est irréprochable, en plus d'avoir de l'adresse, surtout sur le premier match. J'ai pas encore les stats sous les yeux, j'étais en train de regarder autre chose. Mais il y a un Monaco qui tourne très bien. Est-ce que J'ai sur le premier match. Si tu le veux, premier match, c'est quoi les stats de Mike James? Il est en 27 minutes, il met 22 points, il fait 4 passes, il est à 3 sur 6 à 2 points, il a 5 sur 9 à 3 points, 19 dévals. Mais tu vois, là tu fais, à juste titre, tu nous parles de Mike James, mais moi ce qui m'impressionne, c'est Monaco en fait. C'est que Mike James, il est bon, il est même très bon, mais c'est même pas que ça le problème qu'il pose au Barça, c'est que Matthew Strasel est excellent, c'est que Mame Jaïté est excellent, c'est que Daniel Theis, je pense que je peux Il est au Kobo aussi. Il est au Kobo, et que après là on est que sur le premier match, mais que si jamais je vais sur le deuxième match, je peux rajouter dans la balance Jarrod Blossomgame, je peux rajouter Alpha Diallo. En fait, c'est que Jordan Lloyd exactement aussi qui va terminer le match. Terry Tarpey, il est rentré, il a fait une entrée. Alors oui, en termes de offensif, il a apporté. Il a bien posté quand même. Mais bien sûr, il a apporté, mais il va te prendre 6 rebonds. Le match d'Alpha Diallo aussi. Il va faire 2 interceptions, et sur le premier match, donc tu vois, et sur le deuxième match, Alpha Diallo, moi comme je le dis, c'est un joueur qu'on aime beaucoup. Mais en fait, c'est Monaco qui m'impressionne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des individualités, et le Kobo, Mike James, ouais. Daniel Theis aussi qui a été très fort, mais en fait l'équipe collectivement ce qu'ils proposent c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que
Défensivement, ils mettent des choses en place avec des runs. Premier match, 97-80 quand même. Ils leur mettent un plus 17. Et ce plus 17, parce qu'en fait, ils font un troisième Sachant quart. que le Barça gagne 15-12 le dernier quart-temps. C'est ça. Donc à moins 20, le match il est plié assez rapidement. Quoi. Je parle du premier. C'est le premier. Ah oui, non, Je parle pardon. t'es dans le deuxième. Ouais. Mais dans le premier, ils leur mettent un 32-17 dans le troisième quart-temps, qui est monstrueux. Défensivement, ils étaient asphyxiés, ils pouvaient rien faire. Donc, tu vois, moi, collectivement, ce que Monaco propose, on les a pas beaucoup, parce que rarement ça serait mentir, mais pas beaucoup vu proposer ça. C'est fort. Bravo, monsieur Spanoulis, parce que son équipe était prête à jouer. Et aussi, souvent, on accorde du crédit aux joueurs, certes, mais il faut aussi accorder du crédit au coach. Quand ton équipe est prête à jouer, Monaco a de l'expérience, mais là, ce qu'il propose face au Barça, bravo. Sur le match 1, Monaco, 21 passes d'ess, 8 pertes de balles. Le Barça, 11 passes décisives, 18 pertes de balles. Pas gagné le match, Tu l'as comme dit. ça. Et sur le match 2, 28 passes décisives pour Monaco, 8 pertes de balles. Et pour le Barça, 17 passes décisives, 11 pertes de balles. Donc déjà, ça veut dire qu'en termes de nombre de possessions, et puis la balle bouge, le jeu est plaisant, tout le monde est en confiance. Moi, je peux... Alors, c'est un joueur dont on a beaucoup parlé ces dernières saisons, mais je vais en parler, Mathieu Strazel. Ce qui dégage. Donc, il joue les matchs sans Nick Calates. La sérénité que dégage Mathieu Strazel, les pressions défensives, bon, il floppe un peu beaucoup quand même, il faut le dire, mais il arrive à récupérer des ballons, des fois il se mange des coups, donc on a vu la petite échauffourée, accrochage qu'il y a eu sur le match 1 avec Satoransky, qui pour moi ne met pas un coup, il y va franchement, mais il écarte pas le coude ou quoi que ce soit. Dans le match 2 encore, il y a un post-up où genre il dit ouais il écarte, je regarde le replay, il écarte pas. La faute, après voilà. Mathieu joue beaucoup de ça, mais offensivement, tu vois, sur le match 2, il prend les deux premiers tirs qu'il prend, c'est des tirs après écran, tu sais, il n'y a pas eu de passe, ça passe en dessous, il rate les deux. Ça va pas l'empêcher d'aller chercher 2 drives derrière, ça va pas l'empêcher de continuer à prendre des tirs, et au final, sur le deuxième match, 12 points, 16 minutes. voilà, 16 minutes, il est où tactiquement sur Tout 12 points, 3 sur 4 à 2 points, 1 sur 4 à 3 points, 11 dévals, et sur le premier match, il est exceptionnel, je crois qu'il fait plus de 20 dévals, il est à 13 points, avec des bons pourcentages, 4 rebonds, 4 passes, 6 fautes provoquées, 21 dévals. Bon, c'était vraiment très très bon match. Maintenant, côté Monaco. Côté Barcelone, tu veux dire? Non, côté Monaco, j'ai d'autres joueurs Ah oui, d'accord, dont je pardon. veux parler, et c'est surtout une paire. Un poste 5 peut-être? Ouais. Est-ce que tu penses que Monaco a la meilleure raquette d'Euroleague? Je sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a une équipe qui parle grec et ils ont 2 joueurs. Après, dans la dynamique, en tout cas, si on doit parler de dynamique. Parce d'équipe, que, ok, vas-y, tu parles de l'Olympiakos, j'imagine. Oui, bien entendu. C'est que oui, parce que Milutinov et Mousfal, ça se vaut. Après, si on doit parler de dynamique aujourd'hui, la dynamique de Daniel Theis et Mam Jaité, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce que Mam Jaité est capable de faire. Franchement, je suis pas impressionné parce qu'il nous a déjà montré tout au long de la saison que quand il rentrait, il pouvait avoir un impact rapidement. Pas autant. Sans avoir à jouer beaucoup, sauf que là il le fait en un temps presque un peu plus limité et je m'attendais pas à autant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là sur le deuxième match, il joue 15 minutes, il met 20 points, il fait 9 sur 9 au tir, il fait 2 sur 2 au lancer franc, il fait 27 dévals. En fait, avec des gammes, des choses à lui, des choses d'intérieur. Et moi qui ne joue pas intérieur, mais je regardais des fois les appuis, le travail d'appui, c'est Il impressionnant. régale. Hein. C'est impressionnant. Moi, ça me rappelle quand il était à Bologne, quoi. Que Ouais. vraiment, il avait des plays pour lui, où on lui donnait la balle en bas, et qu'il avait 2-3 dribbles pour jouer, et c'est très fort. Moi, justement, c'est ça la stat que je cherchais. Donc, depuis l'arrivée de Daniel Theis, Mam Jaité joue 13 minutes. Ouais. Et demi. Il est à 9 points, 4 rebonds en 13 minutes. D'accord, 63 bons. Il a des très bons pourcentages, 63% au tir, il tire pas à 3 points. T'as Daniel Theis, depuis qu'il est arrivé, il joue 23 minutes. Il te met 13 points, presque 14 points, 5,6 rebonds. Donc ça veut dire que t'as 22-10 sur ton poste 5 tous les soirs, en moyenne. Ça aide. Relou. Ça aide. Sans parler de l'apport défensif, etc. C'est des intérieurs qui sont mobiles, Ah, qui sont clair. capables de bien switcher. Tu vois, Monaco, on a toujours dit c'est un basket d'arrière. Ok, c'est un basket d'arrière. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire leur plus grande force, c'est le poste 5. Mais où est-ce qu'ils ont un point faible? Le point faible, c'est quoi? C'est le poste 3, mais t'as quand même Alpha Diallo sur le poste 3, tu joues beaucoup avec beaucoup d'arrière, sinon c'est Blossom Game, t'as Terry Tarpé, enfin c'est pas un point faible quoi pour moi. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a dit je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on disait
Monaco serait bien qu'ils recrutent sur un poste spécifique, ça serait sur le poste 4, parce que... On voulait un 3-4, ouais. Un 3-4, parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui puisse écarter le jeu et sanctionner short roll. Daniel Tate peut écarter le jeu, parce qu'il plante à 3 points. Ouais, il plante. Il peut tirer short roll, et il peut jouer au poste 5. Si tu veux jouer grand, te dire, je mets Tace et Mam Jaité, tu peux faire jouer Tace en 4. Donc aujourd'hui, t'as résolu ce problème, t'as réussi à trouver une solution à ça. Derrière ça, on n'oublie pas que, même si on n'est pas les plus grands fans, t'as Papa Yanis, et t'as Moté Younas. Mais qui ne joue plus du tout. Ouais. Mais ça reste les playoffs, t'es pas à l'abri qu'à un moment ils ressortent un effectif, sur une séquence qui est assez Papa Yanis, il jouerait 30 minutes à Paris Basket. Je pense, oui. Même si j'aime beaucoup la scène de Kevarus Hayes. Mais voilà, c'est pour te dire que là, il y a 2 rotations et ils ont encore des mecs derrière. S'il y a des PT ou autre, c'est pas ce qu'on souhaite, hein. Mais si jamais ça arrive. Aujourd'hui, Monaco a l'effectif pour aller sur ses objectifs qui sont le Final Four. Qui sont le titre. Pour moi, si Monaco fait le Final Four, t'as quand même un goût d'inachevé avec l'effectif que t'as. Oui, mais après, alors pour le coup... Non, mais ça va sur un match. Tu sais pas ce qui peut se passer. C'est ça. Et si demain l'Olympiakos gagne pas le titre, tu penses qu'ils disent qu'ils ont réussi leur saison? Oui, mais pour moi, c'est pas pareil. C'est pas le même standing. Pour moi, c'est pas le même standing. Sur la preview de début... Ah, c'est vrai que t'as mis Monaco plus bas. Oui. Mais il n'y avait pas Daniel Theis. Il n'y a pas Daniel Theis. On savait pas que Mathieu allait être à ce niveau-là aussi. Même s'il a fait une bonne saison l'année dernière. Mais pour moi, c'est un standing un tout petit peu en dessous. Et comme je dis toujours, je suis moins... comment dire, ils ont pas encore gagné. En fait, tant que t'as pas gagné, tu vois, j'attends que tu nous montres. Pour moi, il faut au moins qu'ils fassent finale. Si tu t'arrêtes, Monaco avec la saison qu'ils font, la saison dernière, ils sont 3e, ils se font upsetter par le Fener. Ça, c'est une déception. Ça, c'est de leur faute en plus. Voilà. Oui. T'as un tiers de passer au Final Four 2 années d'affilée, tu le fais pas. Oui. Là, si tu vas au Final Four, c'est bien, mais si tu te fais claquer en demi... Oui. Ça, je suis d'accord. Voilà. Par contre, tu perds en finale, allez, je peux dire que c'est quand même une saison réussie. D'accord. Ça dépend contre qui tu tombes. C'est vrai qu'en face, t'as quand même des belles équipes. Surtout une, comme t'as dit, qui parle grec, sur laquelle on reviendra. Mais voilà, bon, est-ce que tu veux parler un peu du Barça? Qu'est-ce que t'as pensé du Barça et de ses joueurs? Et de leur stratégie de faire une Sergio Llull face aux partisans? C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment dans le truc, hein. Alors que c'est des carrés qui font ça, mais... c'est vrai. Moi, j'ai un problème avec ce Barça-là que je ne retrouve pas. Et tu l'as dit. Sur le premier match, ils ont fait... c'est sur le premier, que je dise pas de bêtises. Non, c'est sur le deuxième, pardon. Sur le deuxième, ils font 17 et 11. Donc 17 passes, 11 pertes de balles. Et sur le... premier, ils font 11 passes et 18 pertes de balles. En fait, on tombe dans un basket qui convient un peu trop à Kevin Punter, mais pas au Barça, au Barça, c'est-à-dire du 1 contre 1, du 1 contre 1, du 1 contre 1. J'ai eu beaucoup de mal avec cette stratégie, et justement, ça paye pas, parce que défensivement, en face, t'as des mecs qui sont en place. Par exemple, tu fais rentrer Hernan Gomez, dans le premier match, il fait une entrée qui est cataclysmique. Franchement, il fait des fautes, il perd des ballons derrière, et Monaco, pardon. Et le Barça n'a jamais su s'adapter, en fait. N'a jamais su s'adapter. Peñarroya, il a le droit de proposer des choses, en fait. Il a pas juste attendre que Jabari Parker prend la balle, tire en première intention. Ok, Brizuela, vas-y, tire en première intention. Ah, ça rentre, tant mieux. Kevin Punter met des tirs, parce que il a mis des tirs des fois de haut niveau, tous de haut les tirs standing. qu'il met, c'est des tirs difficiles. C'est ça, c'est-à-dire de haut niveau, de haut standing. D'ailleurs, c'est sur le match 2 où il commence très très fort. Ouais. Il enchaîne. Il 3, je crois, d'affilée. Ou 3 tirs à 3 points, je crois. Ou alors il met 2 tirs, après il a une faute sur un tir à 3 points. C'est le match 2 ou le match 1, ça? Je sais plus. Ou alors c'est la NBA, je regarde tellement c'est le match 1. C'est le match 1. C'est le match 1 parce qu'ils se rendent coup pour coup avec Monaco. Mike James. Exactement. Mais tu vois, à cette stratégie-là, tu vas pas gagner comme ça. Tu vas pas gagner parce que en plus de ça, défensivement, de l'autre côté, Monaco t'impose un certain rythme. Tu vois, je regarde un peu les stats alors que je les avais. Mais donc t'as Kevin Punter très bien, Justin Anderson. Kevin Punter très bien, il est quand même en dessous des pourcentages. Non mais quand je dis très bien, c'est parce que c'est lui qui tire beaucoup. C'est pas son match, c'est très bien. Hein. Très bien, il met 14 points. Justin Anderson 4 points. Brizuela met 11. Jabari Parker met 16. Ouais, mais en fait, collectivement, j'ai rien retrouvé. J'ai l'impression qu'ils jouaient les uns après les autres. Et jouer comme ça, face à ce Monaco-là, tu perds. Et la preuve en est, il y a 2-0. Ah bah, c'est une équipe qui a beaucoup joué sur des 1 contre 1 toute la saison. T'avais Chimezie Metu, t'avais Jabari Parker, t'avais Kevin Punter. Oui. Ça n'a jamais été une équipe qui faisait beaucoup de passes décisives. J'ai les stats sous les yeux. Alors, en tout cas, à high test, j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui faisait beaucoup de passes décisives. Je dis de la merde, c'est la 3e équipe aux passes décisives. Mais
Pourtant, ça joue beaucoup sur des, sur, la, Oui, sur mais pas, des rencontres. mais pas de la même façon, je te jure. Moi, et en plus, Barça, je te dis, je les ai vus, je les voyais haut, etc. Je les ai beaucoup regardés. Des fois, on insultait Kevin Bunter pour les heures qu'il prenait. Mais il y avait toujours du liant avec Vezeli qui est revenu. Après, il s'est blessé. Thomas Satoransky qui essaie de mettre des choses en place. Franchement, il y avait du liant. Il y avait des passes D. Il y avait vraiment du collectif. Là, j'ai vraiment l'impression... On a inversé les rôles. Monaco joue comme le Barça, entre guillemets, et Barça joue comme Monaco. Dans le sens où, Monaco, ils aimaient bien, quand ils sont en difficulté, faire que du 1 contre 1, allez, on joue. Mais ils ont jamais été en difficulté sur les 2 matchs. Non, je parle pas sur le match, je parle Oui, sur la je sais. saison. Mais justement, là, ils ont jamais été mis en difficulté. Oui. Tout le long, ils ont imposé leur truc. Quoi. Mais S'ils Monaco, sont mis en oui. difficulté, peut-être qu'ils vont retomber dans ce truc-là. Peut-être, on verra. Mais à l'instant-ci, il y a 2-0, donc Ouais. Mais là, ils dorment pas trop. Hein. Le Barça, qui est la première équipe aux interceptions, qui a 7,4, Ouais. sur les 2 matchs, elle fait 4 et 5 interceptions. Comme en plus, ils n'arrivent pas à faire de stop, ils n'ont pas de jeu rapide. Oui. Je pense que quand même si, ok, c'est 3ème au pass décisif, je pense qu'il y a beaucoup de passes décisives sur le jeu rapide. C'est une équipe qui défend fort et Oui, qui aime bien sur courir. ligne de passe, Et là, je tu suis manges d'accord. 97 et 92 points. Bon, bah, tu peux pas gagner. À voir quand ils vont retourner au Barça. Moi, je pense que c'est trop short. T'as pas Chimé Zemetou. Yann Vezeli est clairement pas en rythme. T'as pas la Provitola. C'est déjà bien de tenir tête à Monaco. Si tu peux en prendre un le match 3, après, je pense que ça se finit à 3-1. Et si tu prends 3-0, ce sera pas volé non plus. Monaco, pour moi, est largement au-dessus. C'est quoi ton prono sur le prochain match? Moi, je pense qu'ils mettent 3-0. Ah, mais tu sais, Monaco, c'est des branleurs. C'est vrai. Mais. Parce que là, ils sont en mode sérieux. Ouais, Mais tu connais l'autre là, le 55 là. c'est vrai. C'est vrai. Mais justement, tu sais. En fait, c'est trop dur à pronostiquer. C'est Parce très qu'ils dur. peuvent très bien arriver, leur mettre plus 30. Exactement. Allez, Salam, on se repose, on attend. Mais moi, je pense qu'ils sont dans cette optique-là parce qu'ils ont aussi appris des années précédentes. J'ai trouvé un Monaco vraiment bien préparé et, comme je disais, shout-out à Vassili Spanoulis parce que c'est aussi lui qui prépare ses joueurs. J'ai la sensation, je peux me tromper, hein, mais j'ai la sensation que Monaco va être prêt et va arriver à Barcelone. Ils vont pas jouer au feu parce qu'ils ont déjà eu justement avec le Fener. Ils vont pas se dire, bon, allez, tu sais quoi, on prend à la légère, au pire, il y a celui d'après. Ouais, Après, non. le Fener, c'était différent, ils avaient perdu le match 1 à Ils avaient perdu le match à domicile, mais vas-y, on prend celui d'après, au pire. C'est compliqué. Sur celui d'après, t'as Barcelone, Ouais. il y a la pluie qui tombe, qui me peut t'en met 40, ça va aller, merci. J'en doute. Mais moi, un truc sur lequel je te rejoins aussi sur Monaco, c'est on sent qu'il y a vraiment une cohésion. Tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui trompe pas, c'est que quand il y a la petite échauffourée là, avec Mathieu Strazel et Thomas Satoransky, le premier qui vient, c'est Mike James. Il vient, il pousse Satoransky. Derrière, t'as Alpha Diallo. Après, il y en a une autre avec Alpha Diallo. En fait, ils sont vraiment soudés. Et ils ont l'état d'esprit d'un groupe que je vois aller loin, tu vois. Donc, allez, je dis 3-0 aussi. Je te suis sur le pronostic. Très bien pour cette série. Ensuite, on passe sur Paris. Ouais. quand même. Allez, on est parti pour le Paris Basketball face au Fenerbahçe. Le Paris Basketball qui affronte le Fenerbahçe de Sarunas Jasikevičius et qui, pour la première fois cette saison, heurte un mur. Il y a, comment dire, le Paris Basketball fait une très bonne saison. On leur en voudra pas si ça s'arrête là. C'est pas dit que ça s'arrête là avec eux, on est à l'abri de rien. Tu connais mon pronom, mais vas-y, finis. Mais le Fenerbahçe est bien en place. Ils ont pris les 2 premiers matchs. Il y a un match qui était serré, le match 1, et il y a un deuxième match où Paris s'est fait clairement exploser. De toute façon, quand le Fener a de l'adresse comme ça, et que toi en plus, tu mets pas, parce qu'on voit TJ qui rate pas mal de trucs simples près du cercle et tout, tu peux pas exister. On peut parler du match 1 où c'était un peu plus intéressant. Comment t'as trouvé Paris sur ce match 1 ? J'ai trouvé Paris accrocheur, j'ai trouvé Paris dans son style de jeu, avec un t-shirt à la baguette comme d'habitude. J'ai trouvé un Paris à l'image du match qu'on avait pu voir qui se fait casser la gueule au rebond, et ça m'inquiétait fortement, notamment au rebond offensif. T'es l'idée... 19 rebonds off encore. Comment dire ça, le Fener, tes leaders sont Nigel Davis et Wade Baldwin, bien entendu. Tu reviens aussi parce que t'as un Nadir Rifi qui prend feu et qui met des tirs et je dis honnêtement, des fois je l'ai insulté derrière mon écran, je dis mais c'est quoi ces tirs, c'est rentré, tu peux rien dire. Donc Moi je l'ai pas insulté parce qu'il a commencé par mettre des tirs sur du drive et c'est après qu'il a pris feu. ouais. Donc moi quand il se met en confiance,
je sais qu'il va en prendre, hein, de toute façon. Oui. Ça me dérange moins. Oui. Par contre, tu rentres, première action, Paris à moins 7, tu rentres, première action, tu prends un side step sur 3 mecs. Voilà, mais c'est pas ce qu'il a fait. De toute façon, on a dit Rifi depuis qu'il n'y a plus Maodolo. Bizarre. Bizarre. Bref, c'est un autre sujet, on fera un débat après. Mais en tout cas, non, mais c'est-à-dire qu'il les ramène, franchement, il fait un gros carton, il met des gros tirs, ça leur fait du bien, ils reviennent à -1 à l'entrée du 4e carton. Et je pense que le mot que j'ai sur ce premier match, c'est déception. C'est même pas, non, c'est pas déception, c'est pas le bon mot, c'est regret. Ouais, regret. C'est regret, c'est pas déception. C'est regret parce que t'es dans le match et que c'est celui-là que tu dois prendre. C'est celui-là, si tu veux faire l'upset, entre guillemets, c'est lui. C'est lui. Et t'y es. Et bah, après, malheureusement, c'est aussi le basket. Ils ont des forts joueurs de l'autre côté. Et Wade Baldwin met un tir de grand garçon. On peut que le féliciter pour ça. Mais je sais pas comment toi tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu en disant Paris était pas loin. Vraiment, il était dans le match. Ils se sont offert une fin de match. Il y a un joueur qui était un peu plus clutch, tout simplement. Moi, comment je l'ai vécu? Alors déjà, je l'ai mal vécu parce que je voulais aller voir le match à Istanbul, mais mon père a dit non, on va rester à la mer, hein, c'est bon, on a déjà qu'on reste que 4 jours, on va pas aller à Istanbul, donc merci Baba. Et non, donc j'ai regardé à la télé, j'ai regardé en direct, bon d'habitude on regarde pas trop en direct, là j'ai regardé en direct, donc j'ai pas non plus pris trop de notes parce que je faisais le partage de connexion, il fallait que ça soit près de la porte parce qu'il y avait pas trop de réseau, donc bref, c'était pour bien, donc je vais parler de ce que je me souviens un peu. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, Paris accrocheur. Tyson Ward, excellent sur ce match-là. Et de toute façon, sur les 2 matchs, je suis très impressionné de ses, je vais pas dire ses progrès, mais en tout cas de ce qu'il montre à la création, parce qu'il arrive à se créer des tirs tout seul, ce qu'on a quasiment pas vu de la saison. Il va chercher du drive, il a des bonnes coupes lignes de fond, ça on le voyait. Des fois, il met des tirs très difficiles, des step back, enfin bref, des trucs qu'on le voyait vraiment pas faire. Je suis d'accord, Paris accrocheur. Et moi, j'en avais parlé dans le groupe du COP Parisie qu'on salue. Et on en a parlé un petit peu aussi ensemble, je ne comprends pas la deuxième mi-temps de TJ Shorts. Sur la deuxième mi-temps, il prend 3 tirs, dont un seul au 4e quart-temps. Je crois qu'il a 16 ou 17 points à la mi-temps. Ouais, ça doit être ça ou 14, je sais plus, je me suis pas noté, mais oui, ça doit être ça, ouais. Et du coup, alors que TJ Shorts, justement, bon, c'est un truc qu'on a déjà dit, donc je le fais bref, mais on a déjà, depuis le début de saison, on dit TJ Short, personne va t'en vouloir si tu prends des tirs en fin de match, c'est ton équipe, etc. Il a mis 2-3 matchs à se mettre au diapason, et après, boum, il a toujours été clutch. Il y a eu plein de matchs où il a mis les gros tirs à la fin pour finir le match, etc. Donc voilà. Là, tu ne peux pas toute une deuxième mi-temps. Tu es TJ Short, c'est le match 1, tu joues le Fener qui est 2e, t'es dans le match, t'as Nadir Rifi qui est on fire, t'as Tyson Ward qui fait un très bon match aussi, t'as Kevarius Hayes qui fait un abattage défensif exceptionnel, et tu te caches. Moi, ça m'a gêné parce que franchement, c'est pas ce qu'il nous a montré sur toute la saison. C'est pas ce qu'il a montré non plus sur le deuxième match. Tu vois, je préfère aimer son deuxième match où même s'il a raté, même si Paris se fait éclater, même s'il a raté, au moins il a essayé. Là, j'ai vraiment eu le truc de, tu sais, mais même presque à notre niveau, tu sais, tu rentres chez toi, tu te dis ah, vas-y, j'aurais pu tirer la nana et tout. Mais il y a personne qui le tient, et surtout que c'est pas comme tu vois, sur la fin de saison, on a vu Sylvain beaucoup se faire trapper à Kaunas. Oui. Mais là, il se faisait pas trapper. Il montait la balle, c'est Nicolo Melli sur lui. Donc tu peux créer un décalage, même si tu ne tires pas. Sois agressif. On en parlait avant sur James Harden. Oui. Tu vois, le fait d'être agressif va apporter des choses. Et pour moi, TJ Short, sur ce match-là, moi je lui en ai voulu. Enfin, c'est un bien grand mot, je lui en ai voulu. Merci pour tout, TJ. Reste à Paris, s'il te plaît. Fais l'interview. Mais j'ai trouvé ça dommage. Paris avait la place de le prendre. Le Fener n'était pas dans un grand soir d'adresse non plus, même si c'était pas catastrophique, ils sont à 36%, je crois. Mais c'est dommage. Il a 13 points à la mi-temps, je crois. Même plus, hein, je crois. Enfin bref, en tout cas, il finit à combien? Il finit à 19? Ouais. Il finit à... 18, non? C'est le match 1, 17. Il finit à 17 points, et il est à je crois qu'il est à 15, il met un tir dans le en deuxième mi-temps. Et donc je crois pas qu'il tire de lancer non plus. Il fait un 5 à 3 points, donc il a pas mal tiré à 3 points, 6-8 à 2 points, 2-4 au lancer. Il fait un 3 en deuxième mi-temps. Ouais, il fait 1 sur 3 en deuxième mi-temps. Et tu vois, c'est pas assez. C'est pas assez. Même là, tu vois, t'as pris 8 tirs à 2 points. J'ai pas trouvé que le Fener a proposé une défense qui l'a empêché de jouer son jeu. Et donc, j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui s'est rendu la tâche difficile. Voilà. Mikael Yontunen, si tu ne veux plus jouer contre le Fener,
bah mets-toi sur le banc. Bon, on sait qu'il a eu des trucs de blessés. Là, je suis désolé, il est dramatique. Il est dramatique. T'es dur. Attends, défensivement, t'as vu comment T'as vu ce qu'il fait? Oui, non, mais t'es Non, mais attends, j'ai l'impression de voir Prime Luka Doncic là en défense. Non, t'es dur. Oui, t'es dur. Nigel Davis, ce qu'il lui fait, de toute façon, dès qu'il est en mismatch, enfin en match-up avec quelqu'un, me dis pas ouais c'est Nigel Davis. Gros, c'est des postes 4, il peut tenir. En tout cas, Yann Touden, il nous a habitués à bien mieux. Il nous a habitués à mieux, je suis d'accord. Là, Mais c'est Nigel Davis, chef. Mais dis-moi, qui sur le terrain a tenu Nigel Davis là, sur le match? Qui? Bah, Nigel Davis, il fait pas un match de ouf, hein, mais sur le premier match. Dis-moi, qui a tenu deuxième match, il met 16 en 25 minutes, plus 26 d'éval. Et sur le deuxième match, voilà. Et sur le premier match, il met combien? Il met 14, quoi. 14. Voilà, 14. Il rate beaucoup à 3 points, mais sinon, 3 sur 4 à 2 points, il va au lancer franc, il est ultra agressif, il prend des rebonds au bout d'un moment. Et collectivement, le Fener était plus fort. Enfin, au bout d'un moment, il faut dire la vérité aussi. Non, mais ça, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que, je sais pas si t'as fait attention, moi, ça m'a marqué, et je sais même pas si je crois que le commentateur l'a dit aussi, que genre, c'était un plot. Et Michael Antonel, je suis désolé, c'est pas un plot. On l'a vu sur la saison, c'est pas un plot. C'était un des meilleurs, sur la première partie de saison, c'était un joueur hyper important, et d'ailleurs, si les rumeurs sont vraies qui signent au Fener, c'est que bah, justement, c'est un joueur de grande qualité. Là, sur les 2 matchs, il est pas bon. Déjà, il a pas d'adresse. Alors que sur le play-in, bah, il met des gros tirs à la fin pour sortir le Real. Et en plus de ça, défensivement, il est à la rue. Donc c'est difficile. Tu vois, c'est pour ça que t'as Banjassi qui joue quand même 15 minutes. T'as même Kratzer qui se retrouve à jouer des 11 minutes. C'est surtout son premier match qu'il est pas bon. Parce que sur le deuxième match, il a l'adresse et il met qui Touden. Son premier match, deuxième match, il fait 3 sur 4 à 2 points, 1 sur 2 à 3 points. Oui, mais il se fait trouver défensivement. Mais oui, d'accord. On peut regarder le plus-minus si tu veux. Bien sûr, il a moins 18. Sur le deuxième match. Voilà, moins 18. Sur le premier, et donc il est le pire plus-minus avec Nadir Iffi et Tyson Ward. Donc oui, mais pour moi, c'est lui tomber dessus de cette façon-là, c'est un peu difficile, c'est un peu dur. Et après, moi, comme j'ai déjà donné ma take avant ça, c'est que toi, tu te dis Paris pouvait peut-être faire quelque chose face au Fener. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Et avant même que la série commence, c'est ce que je t'ai dit. Bah non, t'as pas fait les previews, donc on peut pas savoir. Mais on en a parlé avant, chef. On a parlé avant de faire la preview même. Le Fener est au-dessus. Le Fener est une meilleure équipe. Le Fener tire à 11-23 aussi à 3 points sur le deuxième match. Le Fener a de l'adresse comme pas possible parce que Tariq Berovic met tout apparemment. Tariq Berovic il mettait des crosses, fadeaway. J'ai dit, mais attends, c'est Wade Baldwin ou je te jure, il a joué comme Wade Baldwin. Oui, Tariq Berovic. Je sais pas si t'as vu en interview d'après-match. Ah, j'ai pas écouté. En fait, il est arrivé, il s'est assis, il a dit putain, ça fait des années que je suis pas venu ici. Et Yazikifis s'est dit c'est normal, tu mérites pas d'être là. Allez, assieds-toi. J'ai pas vu. Mais en même temps, c'était le meilleur joueur, il a tout mis. Il met 20 points en 22 minutes, 4 sur 4 à 2 points, 3 sur 5 à 3 points. Il a fait un match, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, je n'arrête pas de le répéter. Il a fait un match assez important. Et Paris est un peu court et a peu de solutions. Et le Fener, depuis qu'ils se sont resitués, depuis qu'ils se sont restructurés, il joue comme une équipe qui était deuxième au classement. Il joue comme une équipe qui vise le titre, qui vise le Final Four et le titre, bien entendu. Yassik Ivicius, toi, souvent tu dis oui, c'est pas le coach, parce qu'il faisait n'importe quoi, etc. Mine de rien, aujourd'hui, ils étaient deuxième. Aujourd'hui, ils abordent leur playoff en étant dans le bon état d'esprit et en découpant Paris, même s'il y a eu une fin de match serrée sur le premier match, on critiquait, enfin non, pas on, tu critiquais Wade Baldwin en disant il était nul à chier, etc. Et c'est vrai que... Toi, tu disais qu'il était fort, Carré ? Laisse-moi finir ma phrase. Et que quand il est revenu, il était pas bon du tout, il était même dramatique, et parfois il est parti s'asseoir, mais mine de rien, il s'est mis dans ce collectif-là. À la fin, là sur les fins de match, il a les ballons pour faire les décisions. Le Fener va tout droit au Final Four, et puis voilà, qu'est-ce que je te dis. Puis si j'aurais le gagnant de la série Pana-FS, c'est quand même la partie du tableau la plus simple, je pense. Je préfère jouer... Après, ça dépend contre qui tu joues. Mais si t'es à la place de Monaco ou que tu tapes l'Olympiakos, moi je préfère jouer le Pana. Ou les Fesses, parce que bon, le Pana est la seule équipe qui a perdu un match à domicile. Mais ça peut être une transition toute trouvée. On a fait le tour sur Paris Fener. On a fait le tour sur Paris Fener. Passons tout de suite sur Pana FS. L'Anadolu FS a décidé de jouer des mauvais tours à son ancien entraîneur. Ils ont pris le match 2 à l'OAK. Chiche, lancement pas mal, hein.
Professionnalisme. T'as progressé. Donc voilà, on a vu des bribes du grand FS qui avait fait le back-to-back, en tout cas de certains joueurs, mais je pense qu'on va approfondir un peu le sujet. Le Pana, du coup, qui perd l'avantage du terrain, qui laisse un match passer à domicile. Qu'est-ce que t'as aimé dans cette équipe de l'FS sur ces 2 premiers matchs? Plusieurs choses. Vincent Poirier. Ça me va. Moi, de toute façon, je ne cesserai de le répéter. Début d'année, j'ai dit, le Real a perdu beaucoup de joueurs et avec un fort impact. Et tu m'as dit, oui, mais ça va. Ils ont perdu qui? Je t'ai dit, ils ont perdu Gershon, ils ont perdu Vincent Poirier, ils ont perdu Fabien Causer, ils ont perdu Juancho, pas du tout. Chacho Rodriguez. Ça fait beaucoup pour un effectif avec des joueurs avec autant d'expérience. Et tu me diras, quand il s'est rappelé qu'il avait signé Serge Ibaka pour remplacer Vincent Poirier, ça s'est plutôt bien passé. Ah ouais. Donc bon, moi je peux pas savoir que Chus Matteo allait recruter des mecs pour pas les faire jouer. Andrés Félix c'est pareil, hein, depuis qu'il joue il est bon. Hein. Donc il y a que Campazzo qui est nul à chier, on sait pas. Enfin bref, on parlera du Real après. Ouais, ça on verra plus tard. Mais en tout cas ils ont perdu ça. Et Vincent Poirier, ce qu'il a montré sur ces c'est le meilleur joueur sur les 2 premiers matchs. C'est exactement ce que j'allais dire. Le meilleur joueur sur les 2 premiers matchs. Défensivement, ce qu'il apporte, c'est assez impressionnant, mais on sait déjà. Donc, on est plus surpris que ça, parce qu'il nous a déjà montré ça toute la saison. Aller chercher des contres, prendre du rebond. Mais en plus de ça, il ajoute des points, parce qu'il est trouvé sur du alley-oop, sur des remontées, sur du rebond offensif. Ouais. Il met 17 points, il met 16 points sur le deuxième. Enfin, comme j'ai dit, il apporte des rebonds, il apporte des blocs. Franchement, je n'ai absolument rien à dire, donc c'est une satisfaction. Mais en même temps, collectivement, ce que les FS proposent depuis, j'ai envie de dire, 1 mois et demi, même 2 mois. Depuis l'arrivée de PJ Dozier. Et depuis l'arrivée de PJ Dozier. Mais surtout, ils sont sur 8 victoires d'affilée avant le début des playoffs. Donc après, ils passent par le... Non. Ils passent par le play-in, parce qu'ils étaient 6e. Ouais, ils font 6e. Ils étaient 6e, donc ils passent pas par play-in. Mais en tout cas, avant l'arrivée des playoffs, ils font 8 victoires d'affilée. Moi, j'ai dit que c'était une équipe qui était dangereuse, il fallait faire attention. Après... Ils ont pris ce deuxième match, parce que ils ont un Shane Larkin qui s'est rappelé au bon sens qu'il savait. C'est ça qu'il faut dire. Vous pouvez pas s'attendre à ce que Shane Larkin, qui est en galère depuis 2 saisons, les playoffs arrivent, joue à ce niveau-là. Surtout le premier match, il est quand même très bon. Parce que le premier match, les fesses est dans le match. Hein. Ah, bien sûr. Le match est serré, ça se rend coup pour coup, etc. Heureusement que t'as ton chouchou qui fait un match à 40 déballes. Je vais venir après. Mais sur le deuxième match, et puis il met les tirs qui font mal. Mais c'est ça en fait. À la fin, il met les tirs qui font mal. Je crois qu'il met un tir à 2 points, un lay-up ou je sais plus, un drive. Et après, ils font un stop et ils ont l'action pour passer devant et il met le tir à 3 points. C'est les tirs qu'on connaît en plus. Lui, il aime bien tirer en mouvement et tout. Et. C'est du gros Shane Larkin. Non, c'est fort. C'est du gros Shane Larkin. J'ai crié. Ah oui, tu peux, moi aussi j'ai crié quand il a mis parce que c'est du gros Shane Larkin. C'est du très très haut niveau. Et t'as parlé d'un joueur, tout à l'heure parce qu'on parlait de Shane Larkin, mais je pense qu'on peut aussi. Monsieur PJ Dozier, c'est du haut niveau. Sur le premier match, c'est PJ Dozier et Vincent Poirier, un peu Shane Larkin aussi, qui tiennent les fesses dans le match. Et PJ Dozier, il est très bon. Je vais juste donner, pour finir sur Vincent Poirier, ses stats sur les 2 matchs, du coup, en moyenne. Donc, il a 16,5 points, 9 rebonds de moyenne, 1,5 passes quand même, 74% de points. Il a 150 de offensive rating. Plutôt pas mal. 113 de defensive rating. Bon, écoute, les fesses, c'est pas non plus une équipe hyper défensive, mais lui, c'est vraiment l'ancrage défensif de cette équipe. Il est exceptionnel. Et c'est un truc que j'ai déjà dit, mais je le redis. L'orientation du jeu de Vincent Poirier, ses qualités de passe, alors oui, il fait pas tant de passes décisives que ça, il a 1,5 de moyenne sur les 2 matchs, mais des fois, il fait des hockey assists. Il va envoyer toujours la balle au bon endroit et il a énormément progressé justement. C'est un intérieur qui était un peu pâteau et qui maintenant est hyper à l'aise, est capable de finir des 2 mains. Je me souviens sur le premier match de la saison, je crois que c'était contre le Maccabi, on le voit, il met des hooks main gauche et tout, on se dit ah putain intéressant et tout ça. Et maintenant vraiment c'est quelque chose que genre quand je le vois faire, je me dis ok, il peut aller des 2 côtés, il peut se tourner sur les 2 épaules, il peut faire des feintes, il va pas faire marcher. Et franchement, sa progression, elle est... Si un autre intérieur français pouvait s'en inspirer, ce serait bien. Bon, il gagne sa série pour l'instant, mais bon.
Un autre intérieur français? Tu parles de Moussoul? Non, qui joue NBA là. Mais tu vois, il mène 2-1 dans la série face aux Lakers, mais ce serait bien qu'il. Ouais. Ce serait bien qu'il. Hein Ouais, oui. Après, il joue pas avec les mêmes croqueurs. Hein. c'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, bref. Il a le droit de. Il a le droit de faire du coup à gauche. Hein, merci. Ah bon, ok. Mais oui, non, mais voilà. Donc, côté FS, moi, j'ai hâte de voir la suite. Parce que là, Oh, du même coup, cette série-là, ça elle peut boule. tellement. Moi, c'est la C'est- série. c'est- Bah, en fait, le truc, c'est que les FS, c'est vrai, ils sont arrivés sur une dynamique. C'est l'équipe qui est arrivée avec la meilleure dynamique en playoff. Et ils sont en forme, ils sont au complet. Ils ont des profils sur tous les. Tu vois, c'est Derek Willis qui fait sur le premier match. Il fait un énorme match. Mais 11 points en 21 minutes. Ouais, c'est ça. Alors que c'est un mec qu'on a quasiment pas vu de la saison. C'est Erjan Osmani et Roland Smith qui sont partagés les minutes sur le poste 4. Là, il a fait un très bon match. Non, franchement, ça fait kiffer. Et puis, moi, comme je l'ai déjà dit, j'aime pas trop le Pana à cause d'Ergin Ataman. Et du coup, ça me fait plaisir de les voir se faire galérer. Alors, maintenant, côté Pana. Après, voilà. Maintenant, on a ce côté Pana. Mais moi, j'ai peur pour les fesses. Tu sais pourquoi j'ai peur? Parce qu'il y a l'autre connard qui va se mettre à Exactement. 40 et 40. Exactement. Parce que là, il y a 2 matchs. Un match où ça tombe côté Pana. Il y a 87-83. Et Kendrick Nunn, il a 15 points. 3 sur 10 à 3 Il points. passe au travers. Hein. 1 sur 5. Deuxième match, 76-79. Il prend le tir en plus. On peut siffler la faute, on peut ne pas la siffler. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Mais encore une fois, en 33 minutes, il fait 14 points, 5 sur 11 à 2 points, 1 sur 6 à 3 points, avec 1 sur 1 au lancer franc. Est-ce que Kendrick Nunn va continuer à faire ça? On verra. Parce que pour l'instant, les faits, c'est un peu un plan contre lui, l'empêcher d'aller sur ses zones préférentielles. C'est sweet spot, comme on peut dire. Donc, T'es suisse, gros? sweet spot. Non, mais en tout cas, pour l'instant, ils ont des choses. Et ça permet aux autres autour de rayonner, notamment Chidi Osman, qui prend un peu le relais. Osman va être à ce niveau-là aussi. Bah, s'il nous en met 30, série. t'as pas besoin que Chidi Osman en mette 16, Ouais. tu vois. Et donc, ça permet aux autres vraiment de rayonner. Je vais pas parler de Juancho Hernan Gomez tout de suite, parce que oui, je l'aime un peu trop. Mais j'ai trouvé que Omer Yurtseven avait bien été trouvé sur le deuxième match, avait bien été trouvé sur le premier match aussi, et que ça fait du bien quand t'as un intérieur qui peut mettre dedans. Je pense que on va en attendre un peu plus, notamment de Mitoglou, si jamais... Après, il faut qu'il joue. Hein. Bah, sur le deuxième match, il joue. Il Oui. joue 22 minutes sur le Oui. deuxième match. Oui. Donc on va en attendre un peu plus. Prends 6 rebonds quand même. Il prend ses rebonds, bien sûr, mais je pense offensivement, on va en attendre un peu plus, tu vois, qu'il puisse écarter le jeu, parce que c'est aussi ça. Tu vois, il fait 1 sur 3 à 3 points, 1 sur 2 à 2 points, donc je pense que ça va être là, mais c'est surtout, comme je te dis, la bascule pour moi, aujourd'hui, elle est sur Kendrick Nunn qui a mis 14 points, et les Fest a gagné que de 3 points, tu vois. Et dans l'autre match, Après, l'effet, c'est pas favori. Mais ils étaient à l'OAK, là, ils vont revenir chez eux. Ils sont sur une bonne dynamique, C'est comme vrai. on l'a dit. il peut mettre 2 fois 30. Qui, Kendrick Nunn? Oui, Oui, mais est-ce que s'il met 30, est-ce que ça va suffire pour passer? oui. Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis Les Fesses m'a montré des choses C'est une équipe que j'aime beaucoup. collectivement qui sont capables de répondre. C'est vrai. Ils sont capables de répondre. Tu vois, ils encaissent 76 sur le deuxième match Oui. et 87 sur le premier. C'est vrai. Donc, s'ils arrivent à tenir le Pana, même si Kendrick Nunn met 30 points, Mais ça- après, il faut que tu arrives à tenir un peu le reste. Mais c'est ça. Parce que là, la stratégie, je sais pas comment tu vis toi les matchs. Pour moi, la stratégie, c'est les autres rayonner un peu. Ouais, Kendrick Nunn, y a rien pour toi. ouais, c'est ça. Bah, ça marche, je pense. Hein. Oui, mais ça veut dire que tu prends le risque. Après, ils ont des bons défenseurs hein, sur les lignes arrière, les Fesses. Hein. Ils ont des bons Tu défenseurs. mets PJ PJ Dozier, Dozier, Tu etc. mets Elijah Bryant, tu mets. Oui. Après, et t'as même des profils qui sont pas trop utilisés, genre Jordan Noira Bien sûr. qui peut gêner aussi. Franchement, moi je suis pas. Et Darius Thompson est un peu effacé aussi. Il va tu vois. mettre 30. Il va mettre 30. Oui, mais qui met 30. Il va mettre. Si il passe le minimum à la barre des 25, le Pana va gagner. Ok, on verra. Franchement, Pourquoi parce tu que. parles de Dieu? Quoi? T'as dit Dieu. Non. Ok, mec. C'est pas grave. Mais moi, je pense sincèrement que s'il passe la barre des 25, le Pana gagne. Parce que derrière, ça va attirer les défenses. Parce que tu veux pas que, comment il s'appelle, que Kendrick Nunn commence à attirer dans tous les sens. Fin du premier carton, il est à 16 points. Tu veux pas ça du tout. Et du coup, si t'attires la défense, c'est-à-dire qu'autour, tu vas pouvoir permettre aux autres de prendre des tirs dans un confort. Et à ce jeu-là, Juancho Hernan Gomez, il a fait des balles à 40, mon pote. Et donc, je peux te dire que, franchement, Sur côté. quel joueur. Il a mis 20 points dans le premier match en jouant 39 minutes. Il est sorti 1 minute. Merci à Ergin Ataman, méthode de Thibodeau. Il fait 20 et 16 ans. Il fait 20 Pas et mal. 16. Pas Il mal. fait 20 et 16. Il fait 3 passes en plus.
Mon 40 déval, bien sûr, il gagne ce match. Juancho, moi, je sais plus quoi dire. Juancho, voilà, c'est tout. Ouais, Je vais clôturer comme ça, on verra, Juancho. on va voir comment ça va se passer. Ça va dans 5, je pense. Hein? Ça va dans 5. Ah bah donc du coup ça veut dire que les fesses vont en prendre encore chez eux. Ah, mais j'ai pas dit que la série était terminée, hein. Ah oui, mais Ah tu non. dis 2 fois 30, s'il met 2 fois 30, Je pense qu'il y a... le mais Pana gagne. Oui, mais j'ai pas dit 2 fois D'accord. 30 d'affilée. Moi, je pense que ça va dans 5. Ah ok, moi aussi. Écoute. Et que le Pana va passer. Parce qu'il va mettre 2 J'ai pas fois. envie que le Pana passe, mais ça m'étonnerait Moi, que le Pana passe. j'ai envie que le Pana passe parce que j'ai envie de voir une série bien particulière et je veux que le Pana passe. Bah, Merci. c'est pas des séries après, c'est des Non, mais je veux un match bien particulier que j'ai en tête. Ok. Voilà, j'en parlerai juste après. On voit l'autre série. Très bien. On finit sur. On peut rester en Grèce, non? Ouais. Sur Olympiakos face au Real de Madrid. C'est parti pour Olympiakos face au Real Madrid. L'Olympiakos, quand le Real est sorti du play-in, on a dit ah putain, t'imagines, tu finis premier. Enfin, c'est pas nous qui avons dit ça. Tu finis premier de la saison régulière, tu tapes le Real. Ouais, c'est pas cadeau. T'aurais préféré avoir Paris. Frérot, le Real. Même si, franchement, j'ai été quand même agréablement surpris de leur deuxième match. C'est vrai. Eh, s'ils prennent un match déjà, ce sera C'est bien. un miracle. Ce sera bien. Ce sera bien. Frère, c'est pas la même galaxie. Et encore, l'Olympiakos se fait pas. Encore, il fait un très bon match. bien. Mais Evan Fournier est pas hyper bon. Vezenkov est bon, mais sans plus. Mousfal, voilà. Mais c'est pas la même galaxie. Là, les deux, ils jouent pas dans la même sphère. Donc franchement, j'ai pas forcément envie de m'étaler tant que ça sur les deux matchs. Il y a eu un match quand même accroché. Oui, le deuxième. Le deuxième, où t'as Ezonia qui a fait du bien. C'est un peu le seul, je crois, qui me vient en tête. T'as Yul aussi, qui essaye, avec ce qu'il peut faire, Sur le premier, je crois. de tenir le Real. Mais le problème, c'est qu'on l'a dit. On l'a dit, on le redit. Avec un Campazzo à ce niveau, tu vas nulle part. Déjà, tu vas en playoff, c'est bien. Campazzo, je sais pas. J'en parlerai plus tard parce que c'est dans une autre catégorie. Mais le Real ne peut pas exister. Le Real s'est fait taper chez eux par Paris Basket pour avoir la 7ème place. Je dis pas qu'ils auraient fait mieux face au Fener, hein, mais tu tapes l'Olympiakos. L'Olympiakos, ils sont arrivés, premier match concentré. Moi, j'ai vu des seniors contre des U15 dans l'intensité. Le Real ne pouvait rien faire. Ils se sont fait marcher dessus directement. Et voilà quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette série? Tu peux donner ton avis. Mais... Non, tu connais déjà ma position. L'Olympiakos c'est supérieur. On regardait. En tout cas, moi j'ai beaucoup vu, parce qu'il y a eu des prévues qui ont été faites, même par des insiders, ça disait 3-0 Real, 3-1 Real. Quoi? Je te jure. Qui a dit ça? Ah, je vais te remontrer les tweets. Je te remonte après. Je peux te montrer. Mais quelle personne sur Terre a dit que le Real allait sortir l'Olympiakos? Attends, tu sais quoi? Encore tu me dis ça va en 5, vas-y, et que l'Olympiakos passe. On va faire en direct. On peut faire en direct. Chef, On peut faire en tu direct. peux pas avoir regardé un match du Real cette saison et un match de l'Olympiakos et te dire que le Real est Insider, 20 000 abonnés. Hein. Ouais, c'est qui? 20 000, c'est Matteo Andreani. Et il est quelle origine ce mec? Je sais pas Il du est tout. pas fan du Real peut-être? Je sais pas du tout. Ou peut-être c'était le 1er avril qu'il a mis ça. T'as pas regardé? Non, c'était la première année. C'était lors des prévus. Laisse-moi te trouver ça. Moi j'ai bien aimé quand même l'apport de Sabenli. Oui. Tu vois, il est rentré, surtout sur le deuxième match, il fait du bien, il rapproche l'Olympiakos, il met un drive, il met un tir à 3 points en transition. J'étais très dur avec Sabenli en disant je sais pas ce qu'il va apporter, etc. Tu vois, il apporte, mec. Et franchement, il apporte. Et encore, Evan Fournier, je vais pas dire il est nul, mais il est vraiment pas bon. Il manque d'adresse, quoi. Ouais. Notamment sur le premier match. Il fait attends, il fait 2-10 sur le deuxième à 3 points. Hein. Oui, à 3 points, mais il a pu apporter autre chose sur le deuxième quand même. Parce qu'il va chercher beaucoup dans de fautes. l'agressivité, etc. Parce que le Real est débile et fait 2 fois des fautes sur ses tirs à 3 points, donc ça lui donne déjà 6 lancés. Mais sinon, sur le deuxième match, il a 1-6 à 2 points, 2-10 à 3 points. Donc un beau total de 3-16 au tir. C'est pas mal. C'est ce que j'ai noté, j'ai dit, Evan n'a plus de problème d'agressivité. Mais sur le premier match, il fait 5-6 à 2 points et 1-8 à 3 points. Donc le pourcentage de 3 points de façon de l'Olympiakos sur les deux matchs, il fait 25% sur le premier match et 28% sur le deuxième. Bon, beaucoup il a supprimé son tweet. Il a supprimé, c'est mieux. Hein. Il a supprimé son tweet, je suis mort. Je pense que t'es arrivé. Mais... Ah non. Enfin bref, dans ce cas-là, il est pas crédible. Moi, nous, on est à notre niveau, mais on regarde quand même quasiment tous les matchs. On les a vus. En tout cas, le Real, on a regardé tous leurs matchs et l'Olympiakos aussi. Sauf peut-être contre Berlin et tout, tu vois, mais on a regardé 95% des matchs. Il n'y a pas un monde où le Real peut passer. C'est impossible. Même si Vezenkov et Fournier se blessent, je te jure, ils ne passent pas. Ils ne passent pas. Je te jure. Le seul moyen pour lequel cette série aurait pu être un peu serrée, etc.,
c'est s'il retrouve un Campazzo niveau meilleur meneur d'Europe. Parce que même Zonia, là. il fait le taf et que Tavares va profiter de ça et ça. Mais le problème, c'est que non, mais Campazzo, quand il est fort, il est fort. Ah, mais quand il est fort, il est fort. Il est fort. Sauf que c'est Sauf que là, c'est un jeu collectif. Il est tellement. Oui, mais tu sais que quand lui, il est fort, le Real. Et meilleur, Et bien meilleur. sûr. Sauf que, tu vois, le problème du Real, c'est quel est-il? C'est qu'aujourd'hui, même si Campazzo, il est fort, je t'assure que le coaching n'est pas bon. Chus Matteo, il est pas bon. Sergi Ibaka, il joue 12 minutes. Quand il joue, il est bon. Quand il joue pas, on sait pas pourquoi. Xavier Rathan-Meis, on sait Il que est sorti de la rotation. il est sorti de la rotation, mais on sait que c'est un joueur, quand il est en confiance, il peut t'apporter entre 8 et 10 points. Je ne dis pas qu'il va t'en mettre 25 ou 30, même s'il peut le faire, mais il peut t'apporter en 8 et 10 points. Un coup, il joue 3 minutes. L'autre, il joue pas, on sait pas pourquoi. Diana Moussa, à part envoyer à 3 points, c'est un mec à la base qui a un slasher, qui est en capacité de... Là, des fois, je le vois trop souvent sur les lignes à 3 points, ça me saoule. Donc, tu vois, sur le premier match, il fait combien? Il fait 0,4. Il fait 3 sur 5 à 2 points, il fait 0,4 à 3 points, va percuter, mais il joue à peine un quart d'heure. Gabidek, c'est bien, mais il n'y a plus de jeu sans ballon avec Campazzo. Même si Campazzo est bon, bah pour moi, ils Mais ont là, aucune Campazzo chance. n'est pas bon. Mais même s'il avait été bon, ils n'ont aucune chance. Alors là, il est Regarde, pas bon. donc- Premier match, il fait 5 passes, 5 pertes de balles. C'est Campazzo. Hein. Deuxième match, il fait 3 passes, 4 pertes de balles. C'est censé être vu par tout le monde, même nous quand on a fait nos trucs, on l'a quand même mis dans le top 5 meneur, et vu par beaucoup de gens comme le meilleur meneur d'Euroleague. C'était. Bah en tout cas oui, sur cette saison c'était. C'est qui le meilleur meneur d'Euroleague? Cette année? Mec, c'est TJ Short, pourquoi tu réfléchis? Non, je réfléchis. C'est non. TJ Short, mec. Pour moi, c'est pas TJ Short. Gros, on va t'en mettre une, pas deux. Pour moi, c'est pas TJ Short. Je trouve que Rokas Yogubaitis, c'est une meilleure saison que. Ça a l'air un peu plus trollé, si? Ah ouais, ça insulte. Putain. Ça insulte. C'est vrai que Rokas. Giedraitis, Dovidas Giedraitis, grosse saison aussi. Non, C'est qui le meilleur meneur d'Euroleague? Dennis Smith Jr. mec. Mais c'est vraiment le meilleur joueur d'Euroleague. On pourrait faire un top 5 avec Favé. Justin Holiday, Dennis Smith Jr. Tous les mecs qui sont venus, qui sont repartis. Lonnie Walker, après il a été bon, Lonnie Walker quand même. Il était bon, Ouais, mais il était bon au il a envoyé des sacrés bricages. Il a envoyé Kaunas en vacances aussi. Ouais, voilà. Donc, non, bien sûr, c'est TJ Short, meilleur meneur d'Europe, il n'y a pas de question à se poser. Il termine dans le top 3 MVP en plus. Oui, troisième. Troisième, donc logique. Mais non, cette série, moi, j'ai rien à en dire de plus. Vas-y, c'est bon, on voyait le Real en vacances. Au foot, ils sont en vacances avec la Copa del Rey hier. Là, on voyait les en vacances comme ça, on les retrouve l'année prochaine avec une équipe. Et j'espère, sans Chus Matteo, Avec Théo Malédon. I hope so. Ouais, bah, c'est vrai que là, avec Campazzo à ce niveau-là, tu peux y aller Théo, fais-toi plaisir. Hein. I hope so. Donc, à voir. Ok. Donc, On passe sur les tops et les flops? vas-y. Allez, c'est parti pour les tops et les flops. Alors, mon petit pote, ce que tu top, ce que tu flop. Alors, en top, Mettez en commentaire si vous aimez mon imitation de Gérard Depardieu. c'est pas le bon personnage. T'es mignonne, toi? C'est pas trop bon personnage à apprendre. Future victime. Ouais. Du coup, Bizarre. les tops et les flops. Ce que t'es top, ce que t'es. Mes top. Déjà, c'est pas ton imitation, ça c'est sûr, c'est pendant les flops. Et tu me touches sans mon consentement en plus. C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure, mais vas-y. Ah, ouah, allez, bref, allez, on enchaîne. Kata, on enchaîne. Donc, du coup, mes tops, c'est les fesses. J'ai un Delou et fesses. Gros, dis la dame de les fesses, gros. Parce que quand tu dis le top, c'est les fesses. Parce qu'on connaît, hein. Bon, voilà, les Antillais. Hein, bon. Racisme comme ça? Pourquoi racisme? On est Discrimination ensemble, comme ça? frère. Fraternité. Liberté, égalité, fraternité. On est des frères. Ouais. Tous ensemble. T'inquiète pas, tu vas voir. Bref. Bref. Donc, Lana Delou et fesses, bien entendu, fait partie de mes tops. Ils ont gagné un match. Il y a un partout dans la série. Bravo. Non, mais il y a un partout dans la série. C'est les seuls qui ont gagné un match extérieur. C'est ça, et au-delà de ça, ils ont fourni deux belles prestations. Le premier, ils le prennent pas, ils prennent le deuxième. Donc, bien sûr, qu'ils font partie des tops. Juste pour rebondir sur cela, moi j'ai un top, c'est Shane Larkin, mais ça va dans le même sens. Shane Larkin, il est au niveau où c'est un mec qui est indéfendable. Il va trop vite, il split les pick and roll, c'est un excellent passeur, et il a l'adresse à 3 points.
frérot, s'il est à ce niveau-là, l'effet c'est très dangereux parce que c'est complet autour. Voilà, je voulais dire Shane Larkin. Ensuite, t'as un autre top. Oui, j'ai Will Baldwin. On en a pas beaucoup parlé, mais il faut donner du crédit au bonhomme, parce que là, les playoffs ont commencé, et il a montré pourquoi il fait partie des meilleurs joueurs aussi. C'est marrant, parce que les mecs du Maccabi, l'année dernière, tu vois, un peu Lorenzo Brown aussi, cette année, il s'est réveillé. Non, attends, sur le deuxième match, il a eu un passage pas mal. Oui. Mais bon, il joue 8 minutes, quoi. Ouais, l'année prochaine, il sera plus là, de toute façon. Il sera pas le basketball. Non, je pense pas. Mais en tout cas, Will Baldwin, parce que belle prestation. Malheureusement, c'est lui qui vient tuer les espoirs de Paris sur le premier match. Donc bravo, monsieur. Et on va voir où est-ce que le Fener va aller. Très bien. Moi, j'ai un deuxième top. C'est monsieur Mohamedou, je crois. Jaïté. De toute façon, la saison, je l'ai dit tout à l'heure, mais le deuxième match qu'il fait, je vais quand même donner les stats. 15 minutes, 48 de temps de jeu, 20 points, 9 sur 9 au tir, 2 sur 2 au lancer, 4 rebonds, 2 fautes provoquées, 27 déballes, plus 22 de plus-minus, il gagne de 13. Hein. Le deuxième meilleur plus-minus, c'est Télétarpé à plus 12. Donc vraiment, l'impact qu'il a eu, c'était exceptionnel. Franchement, ça fait kiffer. C'est un joueur, je rappelle, qui a été MVP d'Eurocup, qui est arrivé à Bologne, qui avait quand même des responsabilités. Depuis qu'il est arrivé à Monaco avec Sacha Obradovic, il n'a pas été mis vraiment dans des dispositions où on l'a responsabilisé, des fois oui, des fois non. Et là, ça fait plaisir de voir que c'est clairement le backup de Daniel Theis, mais quand il est sur le terrain, les derrière le cherche, quand il y a des switches, quand il a des positions en bas, même quand il n'y a pas de switch, il lui donne la balle. Et là, on l'a vu face à Yousfal ou face à Yann Vezeli, il l'a taffé. Aujourd'hui, Mam Jaïté, il est meilleur que Yann Vezeli. Sur la série, je parle. Oui. Voilà. Donc voilà, je voulais mettre un petit shout-out à Mam Jaïté. Putain, je suis en train de voir le deuxième match de Mike James. Statistiquement, c'est pas fou. Il a mis 5 points. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Ok. Du coup, les flops, Mike James. Non, je rigole. Non, en flop, j'ai 2 clubs, les 2 parlent espagnol. Le Barça et le Real. Le Barça, mais pas pour les mêmes raisons. Le Barça, je les attendais plus forts, plus combatifs, avec un jeu différent, en tout cas qui se rapprochait un peu plus de ce qu'ils ont fait en saison régulière. Pour l'instant, ils n'ont pas été capables de montrer ça, ils sont tombés dans du 1 contre 1. Après, ils ont perdu beaucoup de joueurs, je l'entends et je le reconnais, mais tu peux faire un effort malgré tout. Premier point. Deuxième point, donc mon deuxième flop, c'est le Real, parce que... C'est bien, t'as pas mis Chus Mateo. Non, pas Chus Mateo, parce que j'attends plus rien de lui. Il propose rien, en fait. Donc il peut que me surprendre agréablement, on va dire, mais sinon j'attends plus rien de lui. Mais les Real, parce que collectivement, je mets à l'intérieur Walter Tavares, soit un peu plus présent, arrête de prendre des fautes à la con, parce qu'avec lui, il n'y a jamais faute, il n'y a jamais marché. Chef, des fois, il y a des marchés, il y a plein de choses qu'on ne siffle pas. Il y a marché tout le temps. Quoi. Mais oui, mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Il dit qu'il y a plein de choses qu'on lui siffle pas, et il se plaint, oh mais là, il n'y a pas marché. Il y avait des prises de position, voilà, même si je peux comprendre qu'il y a aussi beaucoup de fautes sur lui, parce que c'est une réalité. Et comme il est plus grand, parfois il se fait contacter, et c'est vrai que ça doit saouler au bout d'un moment, je peux l'entendre. Mais voilà, Diane Moussa, arrête d'être large, va soutenir un peu plus Sezonia dans le scoring. Au bout d'un moment, ton deuxième meilleur joueur, c'est Sergio Llull, pose-toi des questions, quoi. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai mis Campazzo en flop, parce que c'est quand même lui le responsable de tout ce merdier, mais on en a déjà assez longuement parlé, donc j'ai pas pu me retenir, donc je vais pas trop appuyer sur ça. Et j'ai Ergin Ataman et sa parano. T'as vu le truc ? Genre le mec, il est parti en conférence de presse après le match 1, il s'est vénère tout seul devant les journalistes. Ouais, il a dit, ouais, Luca Banchi, pourquoi vous êtes allé... Parce qu'en fait, les Fesses s'est entraîné, ils ont fait leur shoot-around, arrête de me regarder comme ça, gros, au stade de la paix et de l'amitié, là, de l'Olympiakos, au lieu de s'entraîner à l'OACA. Bon, pour quelle raison, je ne sais pas. Et donc, Ergin Ataman a pris... Alors, je ne sais pas si c'est de l'acting pour mettre la pression sur Luca Banchi, ça a bien marché, il a perdu le match 2, ou si c'est vraiment, il se dit, oui, il n'a pas voulu venir à l'OACA parce qu'il pensait que j'allais demander qu'est-ce qu'il préparait. Chef, de toute façon, les équipes, elles sont scoutées, tout le monde sait ce que chacun va faire, après, il y a toujours des adaptations, mais c'était ridicule, en plus, il s'est énervé tout seul devant les caméras, enfin bref. C'est un coach qui, moi, j'aime pas trop, même s'il faut lui reconnaître que... Il a gagné. Qu'il a gagné. Plusieurs fois. C'est vrai. Et avec différents clubs. Des belles équipes. Et des belles équipes. Qu'il a gagné avec le Paris Basketball, on verra si là c'est un vrai coach. Non mais bon. On peut pas retirer au crédit... tout ce qu'il a fait quand même. Il a eu des belles équipes, oui, mais il a gagné.
Ouais, il a gagné, Ça, c'est ça, vrai. ça Ouais. n'excuse pas tout, hein. C'est vrai, il a gagné. Mais il a certes. gagné. Mais on regardait pas trop à l'époque de l'EFS. Mais en tout cas, depuis Moi, le Pana... un peu plus quand même. Un peu plus. Ok. En tout cas, depuis le Pana, enfin le titre de l'année dernière, je suis désolé, j'ai pas vu une patte Ergin Ataman. J'ai vu Kendrick Nunn exceptionnel, j'ai vu Mathias Lessort exceptionnel. Est-ce que tu regardes pas le foot, mais est-ce que tu vois une patte Carlo Ancelotti quand ils prennent la Ligue des Champions? Non, et pourtant ils la prennent. Donc, Je vois la patte non, Carlo il n'y a, Ancelotti. pas la patte Il faut leur Carlo. 4-3-3 avec des courses dans le dos. Non, il n'y a pas de arrête de euh, patte Carlo Ancelotti, il n'y en a pas. Donc voilà, et pourtant il gagne. Donc tu vois, on peut reconnaître qu'il a gagné. Je peux comprendre qu'il soit clivant, ça je l'entends parfaitement. T'aimes ou t'aimes pas. Je peux comprendre que des fois il y a des déclarations catastrophiques. Là, sa déclaration elle est catastrophique. Enfin, il est parano, je suis d'accord avec toi à 100%. Malheureusement, on peut pas lui reprocher le fait que ça soit un gagnant. Il a gagné avec les FS, oui, Will Clyburn, oui, Vassili Messic, MVP, etc., etc. Oui, Shane Larkin, oui, Rodrigue Bobois. On va pas refaire tout l'effectif. Tibor Ok. Plyce. Tibor Plyce. Non, mais on va refaire tout l'effectif. T'es hypé par le Lax. Je suis avec à 100%. On va refaire tout l'effectif. Voilà. Mais il a gagné. Et l'année dernière. Tibor Plyce que t'avais dit? C'était qui le... Non, c'est Mike Tobé. Ah ouais. Et, Quel take incroyable! Vraiment. Mais tu vois, et l'année dernière, avec le Pana, on disait quoi? On disait, mais vas-y, là, il gagne pas. On l'a détruit. On dit, mais c'est catastrophique son jeu. Il pourrit Vildoza, il pourrit Juancho, etc. On l'a détruit. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, papa, victoire, taisez-vous. Il a envoyé Kalaitzakis pendant la finale, etc. C'était réglé. C'est vrai que son line-up, Kalaitzakis, Grant, Hernan Gomez, C'est qui encore? C'est Osman, et il y en a un cinquième, et Wanin Gabriel. défensivement. Relou. Mais Et je- ça, c'est grâce à Jaren Grant et Juancho qui sont des très bons joueurs aussi offensifs, mais qui se mettent un peu au service du collectif quand Tu mets même. Mathias Le Sort là-dedans. Hein? Bon, Tiens, ce soir, il est là pour déconcentrer Vincent Poirier au lancer franc. On a fait le tour? On a fait le tour. Très bien. T'es là la semaine prochaine? Je suis là la semaine prochaine. Ok, donc la semaine prochaine, on aura peut-être... Enfin non, on aura sûrement On aura. des équipes qui seront déjà pour le Final Four. Tu es au Final Four? Oui. Ok, très bien. Pas moi, parce que je n'aime pas les Les. jets privés. Oh là, t'es catastrophique. C'est pas une take, gros. Je connais pas aimer les jets privés, je suis écolo. D'ailleurs, j'ai arrêté de manger de la viande. Très bien. Parce que les animaux sont nos amis. Oui. Et tu vois, c'est pas parce que c'est un cochon ou un veau, il a envie de vivre aussi. Et c'est vrai, mec. Depuis que j'ai mon chien, je suis ouvert. T'as raison, c'est important. Voilà. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. N'hésitez pas, comme d'habitude, c'est pas n'hésitez pas, abonnez-vous. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une remontada du Paris Basketball? Est-ce que vous pensez que l'EFS peut passer le Panathinaikos? Est-ce que vous pensez que le tweet de l'insider qui a dit que le Real a gagné 3-0 existe vraiment? Ou si c'est Brad qui a rêvé, Je vais vous qui montrer. avait consommé trop de doré? Tu consommes le doré, Tu mec? me dorais, toi? Non, mec. Moi, je suis healthy. Et de toute façon, la semaine prochaine, on a un match aussi. Il y aura des trucs à dire parce que nous, Ah oui, c'est c'est le match le plus important de la saison. On Vous joue jouez au qui? Berre. À la semaine prochaine? Ouais. Bonne chance. Si on perd, c'est mort pour la montée. Ok. Et si on gagne, on repasse devant. Et après, Ok. on joue Charenton et le met chez eux. Donc ça devrait. Oh, mais vous êtes capable de. On est capable. Mais je pense que si on balle au Berre, ça peut nous mettre dans une bonne dynamique. En tout cas, faut le gagner, sinon c'est fini. C'est chez eux? C'est chez nous. Donc, de toute façon, ça change rien. On a gagné chez eux. Ok. Bref, à la semaine prochaine.